Voilà. Bien, alors j'y vais. Reprendre la lecture et le commentaire de l'interview télévisée si particulière de Lacan nous replonge un peu dans l'époque où elle a pris place. Parler à la télévision, avec une mise en scène et une gestuelle prononcée, avec un intervieweur et un public invisible au plus grand nombre, au tout venant, fut en quelque sorte un acte de résistance. Car Lacan parlait aux non-idiots, comme il dit, de la même façon qu'à son séminaire, c'est-à-dire avec des énoncés qui ne pouvaient être compris que d'un nombre restreint de personnes, si, par contre, à tous il parlait. Questionner le pouvoir de cette image adressée au grand public, avec une parole et des concepts presque aussi complexes que le texte des écrits, était aussi une façon d'interroger, voire de provoquer le média télévision au moment où l'ampleur de ses effets commençait à se déployer. Au moment où notre génération, en 1974, assistait à cette émission télévisée, nous étions en formation, nous suivions l'enseignement de Lacan, et cette émission en faisait partie sur un mode à la fois intéressant, percutant, innovant. Comme pour tous ces séminaires et textes denses, nous n'y comprenions pas grand-chose, nous cheminions pour en saisir quelque chose, et plus tard s'en saisir pour le traduire, le transmettre, le prolonger. Le contexte de cette émission est l'après 68, c'est-à-dire une période qui fait suite à la crise des institutions et de la verticalité, comme on dit, donc également en psychanalyse, quoique plus modestement. Il y avait pour nous une différence notable puisque nous suivions un maître au moment même où les maîtres étaient en somme priés de débarrasser le plancher. C'était un maître assez particulier, ce n'était pas un mandarin puisqu'il n'avait aucun pouvoir institutionnel et si peu qu'il en ait eu, il avait été renvoyé de sa charge d'enseignant à l'IPA pour la Société française et même de la salle d'Ulm, de la rue d'Ulm où il enseignait, son audience y étant, semblait-il, trop bruyante. Il avait abouti au Panthéon, non pas le tombeau des grands hommes, mais la faculté de droit juste en face. De sorte que nous, lacaniens, étions un peu à contretemps, un peu moqués à cet égard, d'autant plus que nous étions fiers de cette particularité, d'avoir élu un maître suffisamment à part pour ressembler à un pur produit de 1968. Il ironisait sur les maîtres institutionnels, il en déconstruisait le discours et la structure, il ironisait tout autant sur les révolutionnaires de 68 en leur expliquant qu'il voulait un maître et qu'il l'aurait, parlant bien sûr du maître de la cité, le vrai, voire de l'empire, et non de lui-même. Il se produisait devant des lacaniens fidèles, encore présents avec les scissions successives rassemblées au long des années, avec nombre de nouveaux venus. Jacques-Alain Miller interviewait Lacan, constituant avec le cinéaste Benoît Jacot l'équipe responsable de cet événement à peu près unique. C'était encore le temps où la personne de Lacan faisait écran à ce qu'il enseignait, ce qui ici, malgré l'écran, se centrait pourtant sur la pensée. Son style et son énonciation, complexes, cependant, constituaient une autre forme d'obstacle pour saisir cette pensée. Une part essentielle de ce qu'il enseignait reste aujourd'hui absent de la pensée occidentale, même après les multitudes de travaux sérieux qu'il a commentent en France et ailleurs. Le caractère inouï de certaines de ces découvertes s'oppose largement d'ailleurs à ce qu'elles puissent passer dans la pensée du siècle, d'autant plus que ce siècle est aujourd'hui submergé, voire étrangement fasciné, par une dévaluation de la pensée en général, par une réaction globale opposant au mode de pensée précédent une promotion du je ne pense pas au profit du je suis. Les découvertes lacaniennes, encore insues, engendreraient pourtant des travaux massifs dans les sciences humaines voisines et d'autres si elles pénétraient la pensée occidentale. Au moment où télévision est diffusée, la pensée structuraliste règne et Lacan en est un centre à la fois reconnu et controversé. On considère qu'il a alors élaboré l'essentiel de sa théorie sur le langage, le sujet, le désir, et que ce texte en rassemble les principaux éléments, ce n'est pas faux.
On saisit bien qu'il n'a pas véritablement pour but, avec télévision, de vulgariser sa pensée, mais de tenter une expérience où il parlera comme à son séminaire, pour y être ni plus ni moins entendu qu'ailleurs. Ce qui fut le cas. Télévision, en un sens, met en garde sur ce qui, de la psychanalyse, est menacé alors par son succès même, son institutionnalisation, son risque de glissement vers des démarches de développement personnel. Vous savez qu'elle ne court plus ce genre de risque aujourd'hui, puisque l'époque qui a suivi l'en a fort activement débarrassé. Elle l'a débarrassé de son succès, de son institutionnalisation. Elle a acclamé en effet très largement des démarches de bien-être et de développement ou de conditionnement. On pourrait penser que la psychanalyse est donc en état de marche aujourd'hui, n'étant plus institutionnalisée ni reconnue dans la pensée de l'époque, dans la pensée actuelle d'ailleurs. Cette pensée ne se reconnaît à peu près dans aucune pensée, ne s'intéresse plus au je pense de l'inconscient. Elle se déploie politiquement jusque dans les logiques totalitaires portées à des extrêmes quasi parodiques, dont le principe serait comique s'il n'était tragiquement mis en action. Je vais commenter ce soir la première réponse à la question posée portant sur l'inconscient. C'est l'occasion pour Lacan de revenir sur ce concept majeur qui n'est pas toujours vraiment compris par notre siècle, voire toujours pas. Le siècle précédent avait été saisi comme par surprise par l'étape freudienne de la découverte psychanalytique, mais elle fut, vous le savez, très vite brouillée par toutes sortes de glissements, de confusions. Lacan dit donc, ici, il n'y a d'inconscient que chez l'être parlant. Chez les autres, qui n'ont d'être qu'à ce qu'ils soient nommés, bien qu'ils s'imposent du réel, il y a de l'instinct. Ça nous paraît aujourd'hui une évidence majeure, simple. Ça engage évidemment toute la définition de l'inconscient, structuré comme un langage, au sein duquel est apparu son écrit. Les conséquences en sont immenses. L'inconscient, pourtant, a été couramment rabattu, on le sait, sur des pulsions au sens instinctuel, ce qui fait de nos fantasmes quelque chose d'animal, de nos actes manqués quelque erreur de codage instinctuel, bref, tout ce qui passe à côté du concept. Les neurobiologistes, pour leur part, expliquent qu'il est faux de dire que l'inconscient est inconscient parce qu'il est conscient à la surface du cerveau. D'ailleurs, Lacan regrette aussi le terme d'inconscient, il le dit, car il est négatif. Et on peut mettre n'importe quoi dans ce négatif, ce qui n'a pas manqué. Mais il n'y a pas à y revenir néanmoins. La grande rectification lacanienne sur ce qui, avec le langage, produit l'inconscient, implique que le langage n'est pas seulement la structure de l'inconscient, mais aussi sa condition. Dans les sciences humaines, peu en a été prolongé pour en tirer les conséquences, linguistiques ou autres. C'est pourtant ce qui a été le plus entendu et répété de la pensée lacanienne, l'inconscient structuré comme un langage. Mais le fait qu'il n'existe que chez ceux qui parlent, l'inconscient, est comme à nouveau oublié. Cette sorte d'immense machinerie de langage qui produit de l'écrit apporte pourtant un éclairage saisissant dans l'aventure de l'espèce humaine. L'espèce sapiens d'où a émergé le langage il y a presque 200 000 ans et qui a mis un certain temps pour qu'apparaisse, beaucoup plus tard, il y a 5000 ans donc, de l'écrit utilisable pour fonder des civilisations. Il faudrait des avancées dans différents domaines pour saisir comment la structure du langage fabrique des formes d'écriture au sein de l'inconscient et de ses formations, et qu'elles ont été à un moment de l'histoire transposées dans des tablettes, sur du papyrus ou autres supports de civilisation. Lacan souligne combien on sait peu du langage dans l'ensemble, et pas seulement en psychanalyse. Il poursuit. L'inconscient, ça parle, ce qui le fait dépendre du langage, dont on ne sait que peu, malgré ce que je désigne comme linguisterie pour grouper ce qui prétend, et c'est nouveau, intervenir chez les hommes au nom de la linguistique. Cette linguisterie n'a pas vraiment fait école, vous le savez, on s'est contenté de la citer. En outre, cet inconscient est un peu contagieux, si on veut, puisque quelques bribes en atteignent les animaux domestiques, des apostrophes H.
les animaux en mal d'homme, comme dit Lacan, selon cette belle expression. Nous sommes en effet capables de transmettre à nos chats et à nos chiens un peu de névrose, c'est observable, ce qui veut dire que les effets de l'écrit formé par l'inconscient sont capables, qu'est la névrose bien sûr, sont capables de se transporter un peu, même chez ceux qui ne parlent pas. Depuis que le langage est survenu chez Sapiens, il y a environ 200 000 ans, une évolution plus rapide qu'avant de l'espèce a eu lieu dans tous les domaines, avec les outils, les sépultures et bien d'autres choses. Le rêve s'est développé de façon nouvelle dans ce langage, dans ces langues, puisqu'à partir de là, il noue des images aux signifiants, ce qui forme des lettres servant au calcul de la jouissance. Il fabrique des lettres qui nouent le symbolique, l'imaginaire et le réel, c'est-à-dire le langage, le corps et la jouissance. Il paraît évident que les premières civilisations ont créé leur écriture à partir de l'écriture que forgent les rêves singuliers, puisque ce sont les mêmes lettres au départ, les hiéroglyphes. Concernant la façon dont fonctionne cet écrit, c'est-à-dire sa fonction, on peut se demander donc pourquoi cet inconscient à structure de langage fabrique continuellement son écrit. Pour cela, d'autres travaux aussi seront nécessaires. Ils prolongeront, ils devront prolonger les bases que Lacan en a construites. Ces bases peuvent être résumées ainsi en derniers termes. L'inconscient travaille à nouer ensemble corps et langage par la jouissance, par l'intermédiaire de la jouissance, en formant ainsi donc des lettres, un écrit, afin de suppléer au non-rapport des corps parlants sexués, c'est-à-dire au non-rapport sexuel. Ce fil rouge traverse son œuvre entière à partir de la fin des années 60, pour s'interrompre bien sûr avec les derniers séminaires. L'avoir en tête permet de saisir dans nombre de textes des énoncés qui le prennent en compte sans jamais le rappeler, alors que sans cela, ils n'ont pas de sens. Lacan ne rappelait jamais, en effet, sauf exception, les prémices de son raisonnement dans ce qu'il en poursuivait. C'est pourquoi il est nécessaire de déchiffrer ce fil rouge en son ensemble pour les lire. La nécessité que comporte ce langage une fois installé de fabriquer ces lettres par assemblage de signifiants, rébus et autres, puis les logiques qui les articulent, eh bien, est fondée sur ce qui permet de nouer le corps au langage par la jouissance. Ces lettres, on le sait, assemblent des signifiants deux à deux ou plus. Un signifiant est pris par un autre ou pour un autre. On peut considérer que la structure du langage y appelle, puisque le sujet de ce langage n'est pas représenté par un seul signifiant, mais par deux. Il est représenté par l'un auprès de l'autre. Il est entre les deux. Une fois représenté par le premier, un appel se fait à un deuxième et ainsi de suite. Mais aussi, s'ils s'assemblent deux par deux, c'est en quelque sorte qu'ils s'accouplent. Comme dit Lacan, ils copulent. Seuls les signifiants copulent dans l'inconscient, dit-il. Mais les sujets pathématiques qui en résultent, pathématiques résultant bien sûr de mathématiques avec pathos à la place de mathème, donc les sujets pathématiques qui en résultent sous forme de corps sont conduits à en faire autant, baiser qu'ils appellent ça. Voici un renversement majeur. La pensée spontanée, qui considère que les humains font l'amour par instinct à l'instar des animaux, est là tout à fait renversée, considérant qu'ils copulent plutôt comme le font les signifiants dans l'inconscient pour former des lettres. Là, précisément, où l'accouplement des corps sexués n'en forme aucune, puisque un rapport sexuel entre eux ne s'écrit pas. En revanche, il existe, vous le savez, un autre rapport qui s'écrit, mais il n'est pas sexuel. C'est précisément celui qui forme les signifiants qui s'accouplent en formant des lettres, comme un nouage entre corps et langage par l'intermédiaire de la jouissance, et ce nouage tient lieu de rapports sexuels entre les corps sexués dans les civilisations. Les sujets sont conduits à faire comme les signifiants, à copuler. Mais ils copulent selon, non pas ce qui serait un rapport sexuel, qu'il n'y a pas, qui ne s'écrit pas, mais selon ce qu'ordonnent ces lettres. C'est logique, c'est-à-dire la hiérarchie qu'engendre la fonction phallique dans le discours lorsqu'elle est seule à l'œuvre, exclusive, comme dans les logiques toutes. La perspective est donc totalement renversée.
de l'expression « il n'y a pas de rapport sexuel », la pensée de notre temps ne connaît que le slogan. Condenser rapport sexuel et rapport des sexes, comme Lacan l'a fait, vise à faire entendre que c'est du fait d'une faille dans le rapport sexuel organique que le langage s'est produit pour suppléer au non-rapport. Et il le fait cependant avec des signifiants et des logiques qui accroissent cette faille, comme le font le phallus et le nom du père. Et c'est précisément du fait de ce qu'est le rapport sexuel entre hommes et femmes, de leurs modes de jouissance respectifs disjoints, qu'il n'y a pas, entre les deux sexes, de rapport inscrit qui puisse relever du sexe. Il y en a un autre, par contre, qui n'est pas sexuel, mais qui inscrit dans les discours la disposition de l'un par l'autre, c'est-à-dire la hiérarchie. Nombre d'objections se sont manifestées à cet égard au siècle dernier, on le sait, et elles ont fait notablement évoluer les logiques à l'œuvre de façon heureuse, tandis qu'émergeait une logique non exclusivement phallique dans le féminin singulier. Mais à l'heure actuelle, une très vaste réaction mondiale vise à rétablir, voire à accroître encore, le tout d'une fonction phallique exclusive, depuis les sujets jusqu'aux cités, jusqu'aux empires. Le développement de cette réponse nous fait rejoindre la question posée, page 53 du texte télévision. À la question « Pourquoi dire que le racisme a de l'avenir ?», Lacan répond de façon extraordinairement juste, d'un seul geste, en mélangeant, en mêlant le racisme ordinaire, si l'on peut dire, et le racisme qui concerne l'autre sexe précisément. Donc il répond, je le dis parce que ça n'est pas drôle. En quoi ça me paraît non seulement prévisible, mais nécessaire. C'est nécessaire du fait de ce que j'appelle l'égarement de notre jouissance. Il n'y a que l'autre, l'autre absolu, l'autre radical qui la situe, cette jouissance. L'autre côté du sexe, nous en sommes séparés. Vous voyez, fin de citation, vous voyez qu'on a glissé du racisme à la façon de traiter l'autre sexe. Certes, au féminin singulier ou dans certains discours, l'autre sexe peut être représenté par l'homme, si c'est le féminin qui parle. Mais on sait que dans les discours et dans les lois, l'autre sexe, c'est la femme. Donc, pour tous, en somme. Et le rapprochement effectué avec le racisme, ce qu'on pourrait appeler racisme sexuel, tient au rapport à la jouissance féminine et autre. Et dans les discours, elle est traitée par éviction, par rejet, par élision, qui constituent l'un comme incompatible avec l'autre. Tout autant que la jouissance de l'autre race est exclue de la communauté de discours où elle se présente. Pour quelle raison? Cela est-il, comme dit Lacan, nécessaire? Ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il le soutient, mais nécessaire, ça veut dire que ça ne cesse pas de s'écrire. C'est du fait, donc, de ce qu'il appelle la précarité de notre jouissance. Et vous voyez combien notre jouissance se rapporte ici à l'homme blanc, en somme. Il ajoute, à partir du moment où on se mêle, il y a des fantasmes inédits qui ne seraient pas apparus autrement. Ce qui, évidemment, n'est pas là pour plaider pour une séparation générale des sexes telle qu'elle est opérée dans certaines civilisations, mais pour l'expliquer. Se mêler entre sexes, c'est aussi dangereux, en somme, entre guillemets, pour ce système signifiant, phallique, tout phallique, que de se mêler entre races. Il poursuit. C'est une façon de dramatiser cet autre-là. De toute façon, s'il n'y a pas de rapport sexuel, eh bien c'est que l'autre est d'une autre race. Et si cet autre se distingue par un mode de jouissance radicalement différent, on pourrait par exemple le laisser à son mode de jouissance au lieu de lui imposer la nôtre, ou au lieu de l'imposer à l'autre race, comme à la femme. Aux femmes, puisqu'on ne peut pas dire la femme, il y en a plusieurs sortes de jouissance et de logique. Cependant, on arrive là à une conclusion terrible, fort pessimiste. Lacan poursuit, la chose est déjà décidée. On ne pourrait le faire, sous-entendu laisser l'autre à sa jouissance, que si depuis longtemps on ne lui en avait pas imposé une autre.
Il semble donc considérer qu'il y a là quelque chose d'irréversible, et dans les deux cas, pour le racisme aussi bien que pour l'autre sexe. Il poursuit, si les choses n'en étaient pas au point où il n'y a plus qu'à le tenir pour un sous-développé, ce à quoi on ne manque pas naturellement. Donc, que l'on tienne tout autant la femme que l'immigré de l'autre race pour un sous-développé, c'est ce à quoi n'ont pas manqué en effet les logiques patriarcales, ce qui semble condamner l'hypothèse de laisser l'autre désormais à sa jouissance, c'est que depuis longtemps, on lui en a imposé une autre. Voilà une conclusion fort pessimiste. Car dans tout cela, autre chose s'ajoute. Lacan poursuit, s'ajoute à tout ça la précarité de notre mode à nous de jouissance, de la position que je désigne de plus de jouir. Fin de citation. Le nous donc désigne bien ici l'homme, l'homme universel avec un grand H, l'universel des hommes, c'est-à-dire cette construction de discours des logiques patriarcales. Puisque c'est du côté masculin seulement que le plus de jouir et sa prise dans le fantasme déterminent régulièrement la position subjective sexuée du côté gauche des formules de la sexuation, c'est-à-dire du tout phallique, de la logique du tout au nom du père, de l'Oedipe. Et le plus de jouir, ce quelque chose qui nous spécifie dans le rapport à la jouissance, qu'est-ce que c'est? C'est la plus-value. Ce terme de Marx, remarquez-le bien, ce terme de Marx repris par Lacan pour le transformer en plus de jouir, ce terme de Marx, de nos jours, dans les discours, il a été bel et bien annulé et déplacé, puisqu'aujourd'hui, il veut simplement dire désormais que quand on revend sa maison plus cher qu'on ne l'a achetée, on fait une plus-value. En réalité, la plus-value de Marx, c'est bien autre chose. C'est ce qui permet aux capitalistes de renoncer à la jouissance de l'esclavage à condition de payer le prolétaire un peu moins que ce que son travail ne vaut, voire beaucoup moins que ce que son travail ne vaut. C'est tout à fait différent. Quant à ce qui concerne les femmes, on peut dire que le plus de jouir, c'est ce qui permet à l'homme, de la même manière que le capitaliste, de renoncer à la jouissance sexuelle avec elle. La jouissance sexuelle, c'est bien sûr ce qui ferait place à sa jouissance à elle, la jouissance sexuelle comme telle, ce qui ferait sa place à sa jouissance à elle. Et donc, ce qui permet à l'homme de renoncer à la jouissance sexuelle avec elle, avec la femme, eh bien, c'est à la condition de disposer de son corps comme d'un objet A. Vous trouvez ce programme dans la Genèse. Il est très apprécié, aujourd'hui encore plus qu'hier. Mais bien sûr, personne, à part le Père, le nom du Père, ne lui a demandé à l'homme de renoncer à la jouissance sexuelle, et surtout pas la femme, à la jouissance sexuelle qui serait celle de deux, et non plus celle d'un plus un. L'incidence politique est donc majeure de ce paragraphe. Vous le voyez, elle éclaire le non-rapport sexuel des sexes comme jamais. Or, ce plus de jouir est précaire, qui est le seul biais par lequel le sujet du discours a rapport à la jouissance, qu'il soit homme ou femme. Le sujet femme, lui, se distinguant de pouvoir élaborer autre chose en plus que le plus de jouir, hors discours, à la condition bien sûr que ce soit hors discours. Pourquoi est-il précaire, ce plus de jouir? Comment l'est-il? Lacan poursuit. Comment espérer que se poursuive cette humanitaire de commande qui, il faut bien le dire, ne nous sert qu'à habiller nos exactions? Là encore, ce qui sert à couvrir les exactions, appelées humanitaire de commande, concerne avant tout l'homme, l'homme majuscule, cette construction de discours, et aussi bien concernant les femmes que l'immigré. Dieu pourrait en reprendre d'ailleurs de la force, je reprends la citation, si même Dieu à reprendre de tout ça de la force, s'il finissait par exister, ce qui n'est pas impensable, mais ça n'opérerait rien de meilleur qu'un retour de son passé, d'un passé en fin de compte plutôt funeste. Fin de citation. On rejoint là en quoi c'est bien le nom du Père, par excellence, le Dieu de la Bible et des autres monothéismes, qui supporte ce plus de jouir grâce auquel Adam renonce à la jouissance sexuelle pour jouir de la disposition du corps féminin, puisqu'il est une partie de lui. Renonce à jouir avec la femme pour jouir du corps de la femme.
pour en disposer, pardon, puisque jouir, justement, il ne le peut, pour en disposer. Si ce plus de jouir devient par trop précaire, ce qui a été son cas durant le XXe siècle et encore aujourd'hui, où les sociétés, dit-on, se sont féminisées, on dit cela pour masquer qu'elles se défaisaient en partie de l'exclusivité de la fonction phallique, ce qui avait fait surgir les fantasmes que dès lors, en miroir avec une fonction entièrement phallique, des discours des civilisations entières, depuis des millénaires, en miroir avec cela, bien entendu, de nombreux discours virilistes n'avaient pas manqué d'imaginer en tremblant quelques sociétés toutes féminisées, toutes pas phalliques. C'est un rêve. Alors Dieu reprend de la force, en effet, sous une autre forme. François Le Guil de l'ECF a écrit un bon texte qui est accessible sur le site de la Scuola Lacaniana del Campo Freudiano. Nous l'avions invité pour nous présenter son commentaire de télévision, mais il ne pouvait pas à ces dates. Et il est vrai que la remarque de Lacan, donc qui commente, je la cite, cette remarque, comment espérer que vive l'humanitairerie de commande dont s'habillaient nos exactions, est à soi seul un immense commentaire politique, celui d'une vaste époque, d'une forme d'hypocrisie que n'ont pas manqué de relever les discours populistes pour leur part, afin de décider non pas de faire mieux, vous le savez, mais de faire pire. Il y a là le commentaire lacanien d'une idéologie en train de s'effondrer sous cette forme, laissant place pour l'actuel à toute autre chose. Et c'est ainsi que François Le Guil remarquait très justement, à tout considérer, semble dire Lacan, cette humanitairerie de commande, marqueur d'émotions qui pâlit et s'essouffle, n'était sans doute pas plus fâcheuse, quoique inopérante, que le retour du passé funeste, d'un Dieu reprenant de la force. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie.